Donc, bonjour à tous, la séance du conseil est ouverte. Tiens, Pascal, t'as changé de place. Je ne peux pas t'avoir. Alors, je vais procéder à l'appel. Donc, Marilyn Wegner présente, Gérard Lemercier, Sarah Ferraud, Michael Pereira, Camille Dalle est absente, est en congé. Louis Chouin, oui, Sabrina Bécher, présent. Guillaume Vienner, Françoise Turmel, présent. Pascal Séjourné, présent. Pierre Bibé qui m'a donné procuration, Frédéric Paris, présent. Jérôme Varang qui a donné procuration à M. Jossé, Hugues Cantel, présent. Pierre Jallet, peut-être venir. Laure Bonnemartel qui a donné procuration à Françoise Turmel, Jocelyn Coinon, présent. Valérie Dio, présent. Thierry Jossé, présent. Laurence Béatrix, présent. Françoise Routier, présent. Chantal Hervieux qui a donné procuration à Françoise Routier, Julien Lefebvre qui a donné procuration à Gérard Lemercier, Ulrich Lumberger, présent. Pascal Griot, présent. Sébastien Lerat qui a donné procuration à M. Griot, Sandrine Bozek qui a donné procuration à M. Griot, François Van Fletteren à M. Schlumberger, Claire Pitette à M. Schlumberger, Pascal Ditch, présent. Simon Jaraï qui a donné procuration à M. Ditch et Antonin Planchette qui a donné procuration à M. Ditch. Donc, vous savez qu'en raison du Covid, depuis le 10 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022, c'est-à-dire ce dernier conseil, la réglementation spécifique au Covid pour les conseils, le quorum est atteint lorsque le tiers des conseillers est présent, pouvoir non pris en compte, bien sûr. Chaque conseiller peut recevoir 2 pouvoirs. Normalement, en septembre, on retourne à la normale. Normalement, on espère quand même qu'on ne va pas retourner en période Covid avec des confinements. Donc je précise bien que c'est ce dernier conseil qui est soumis à cette réglementation. Donc j'ai bien les pouvoirs de M. Antonin Planchette pour M. Ditch, de M. Bibé à moi-même, de M. Jérôme Varang à Thierry Jossé, de Laure Bormartel à Françoise Turmel, de Chantal Hervieux à Françoise Routier, de Julien Lefebvre à Gérard Lemercier, de Sébastien Lerat à Pascal Griot, de Sandrine Bozek à Pascal Griot, de François Van Fletteren à Ulrich Schlumberger, Claire Pitette à Ulrich Schlumberger. Ah oui, c'était le petit mot de Simon. Voilà. Vous n'avez pas celui de Antonin Planchette? Si, je l'ai dit. J'ai dit Antonin Planchette à Pascal. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur les derniers conseils municipaux? Celui du 11 mai et du 19 mai? Non. Donc, je fais passer le parapheur pour signature. Je vous propose de désigner M. Pereira comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, je vous remercie. À la suite du décès de Mme Claudine Eudes, Mme Justine Répel est installée comme conseillère municipale. Feuillage de noces. Voilà. Et donc je vous propose de faire 1 minute de silence pour Madame Eudes.
Je vous propose que pour les adjoints, on revoie ça en septembre, parce qu'on n'a pas eu le temps de retravailler, ce qu'il faut redispatcher les commissions. Donc je vous propose qu'on voit ça au prochain conseil. Première délibération, c'est la signature de la charte d'engagement à la stratégie d'adaptation au changement climatique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Nous n'étions plus que la seule commune à ne pas avoir signé cette charte. Est-ce que vous avez des questions sur cette charte? Non, mais une intervention, si vous m'autorisez. Oui, bien sûr. Merci. Tant mieux qu'on puisse signer cette charte-là sur notre adaptation au changement climatique. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'on accélère la transition écologique aussi sur notre commune. En plus, comment dirais-je, de la signature du programme pluriannuel qui va être mis en place avec l'Agence de l'eau. Parce que faire face au dérèglement climatique, ça exige vraiment des mesures importantes sur l'eau, bien sûr, mais pas que. Et par exemple, sur nos façons de consommer avec les circuits courts, moins artificialiser les terres, on a eu l'occasion d'en parler, peut-être revoir aussi un petit peu à élargir un petit peu les réponses sur les questions de la mobilité, c'est-à-dire des mobilités douces, actives ou partagées, comme les transports en commun. Et donc peut-être qu'au niveau municipal, on peut envoyer des signaux forts à nos concitoyens, comme par exemple pour la rénovation énergétique des logements, élargir nos aides à l'habitat durable. Peut-être aussi avoir un coup de pouce à donner pour l'achat de vélos, par exemple. Et bien sûr, vous pourriez penser que ce sont des dépenses supplémentaires, mais sur le long terme, je pense qu'on est gagnant, puisque comme vous le savez, les voiries sont souvent abîmées par les véhicules, comment dirais-je, à 4 roues, et les places de parking sont moins importantes en termes de dépenses d'aménagement de voirie pour les vélos. Donc je pense qu'on pourrait faire, envoyer un signal fort à nos concitoyens sur ces questions-là, en plus de la signature de cette stratégie d'engagement d'adaptation au changement climatique, où vous introduisiez en plus cette question en rappelant que nous étions très en retard sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, les mesures de la ville quand même en faveur du changement climatique, déjà pour la prévention de la qualité d'eau et le maintien de la ressource en eau. Vous savez qu'on a déjà commencé une étude BAC pour une meilleure qualité de l'eau brute, en concertation avec les agriculteurs pour limiter les pollutions en pesticides principalement et en nitrates. Programme de travaux ambitieux sur le réseau d'eau potable pour limiter les fuites. Vous avez déjà vu qu'on a commencé quand même, en même temps qu'on regarde l'assainissement, on change nos conduits d'eau. La preuve est dans la rue principale, la rue Thiers, à l'angle de la Civette et de la pharmacie Tramba, là on change la conduite d'eau. Réduction des consommations énergétiques, l'extinction de l'éclairage public, challenge interne sur les économies d'énergie, travaux d'isolation des bâtiments communaux. On a fait un plan d'investissement des bâtiments scolaires et sportifs qui est inscrit dans notre ORT. Il y a 1,6 million d'euros sur la période 2022-2026. Un PLU plus vertueux, limitation des surfaces à urbaniser et développement de la ville sur la ville, urbanisation au contenu, maintien et renversement de la végétation, densification du bocage, préservation des haies, arbres existants, protection des espaces verts publics et privés, préservation des zones humides de vallées et de plateaux, maintien des terrains agricoles et prairies dans les hameaux, préservation de la trame verte et bleue, permettre la production d'énergie renouvelable, des projets en réponse au changement climatique, le projet du pôle Gare qui permet de limiter les îlots de chaleur, comme on l'a démontré. On va quand même gagner 2,6 degrés, je crois, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, d'augmenter la végétation en place 170 arbres plantés supplémentaires, 9440 m² de surface perméable et semi-perméable, soit de 29% par rapport à ce qu'on a à la situation actuelle. Un projet de revégétalisation des espaces publics de la ville, places, entrée de ville, zone d'activité. Tout ça, ces actions sont inscrites à l'ORT. L'ORT, c'est l'opération de revitalisation du territoire.
En termes de mobilité, une limitation de l'usage de la voiture par le maintien, voire le développement du transport en commun, le BIMOB, comme on retravaille avec l'Interco, vous savez que c'est l'Interco qui a la compétence mobilité. Donc 1er janvier 2023, nous aurons des nouveaux circuits de bus pour faciliter l'accès aux entreprises, l'accès aux écoles, l'accès au sport le mercredi et le samedi. Il y aura bien sûr un accès à Melleval en accord avec Madame Canul sur la commune de Melleval. Donc normalement, on pourrait se déplacer avec le bus, il y aura beaucoup plus de circuits. Un développement du vélo par la création d'une amorce au maillage de pistes cyclables dans le cadre de l'aménagement du pôle de la gare, achat de véhicules électriques au sein de la collectivité, mise en place de nouvelles bornes de recharge électrique sur la ville au pôle gare. En termes de restauration et maraîchage, engagement d'une étude pour une production de maraîchage pédagogique sur des terres communales, production circuit court, limitation des gaz à effet de serre, incitation et pédagogie sur le bien manger. Au sein de la cuisine centrale, utilisation de produits locaux dans sa restauration. Déjà, on avait des 25, on doit avoir 20% de produits bio, on utilise déjà 25% et M. Paillusson privilégie toujours les circuits courts, donc tout ce qui est autour de chez nous, de tout ce qui peut disposer. Donc voilà, en termes pour la Chartre Escalade. Donc, plus de questions ? Je reviens un petit peu là-dessus, je vais vous dire pourquoi je suis intervenu. Bien sûr, j'avais lu le dossier. C'est parce que, par exemple, sur le plan vélo, comme vous le savez, je suis élu ici depuis très longtemps, on va attaquer un 3e plan vélo. C'est-à-dire qu'il y en a déjà eu 2 qui n'ont jamais abouti, et un 3e qui va, je le souhaite, comme beaucoup, qui puisse aboutir. Donc voilà, je caresse l'espoir que ce ne soit pas uniquement que des intentions sur le très long terme et qu'on ait des réalisations rapides lors de notre mandat. Sur Pascal, sur le projet de la gare, on a bien une grande amorce déjà de pistes cyclables, parce que en face à peu près c'est de la mission locale, c'est le dernier pont où on peut accéder à la prairie de la Charentonne, de là jusqu'autour de la place de Verdun où on pourra revenir par la rue du Général de Gaulle. Donc déjà il y a une grande amorce. Après en centre-ville, on sait bien que c'est pas possible de la Rutière de faire une véritable piste cyclable puisque la chaussée elle est quand même très étroite. Donc voilà. Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Oui, juste en réponse complémentaire au questionnement de Monsieur Ditch. Moi j'ai envie d'ajouter qu'on pourrait mettre toutes les actions que l'on souhaite en faveur justement de la préservation de notre environnement. Ça ne changerait pas fondamentalement les coutumes, les us et coutumes des habitants. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait il faut qu'on ait aussi une politique préventive. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui est initié, notamment au niveau des écoles, avec une volonté de plan de continuité entre le scolaire et le périscolaire sur des thématiques telles que le jardinage, telles que je ne vais pas le dire. Le tri sélectif, pardon, excusez-moi. Voilà, des thématiques très concrètes en faveur justement de cette culture de préservation de notre environnement. Je vais prendre un exemple très concret. Si on veut faire du vélo à Bernay, ville rurale, c'est très facile. Ce week-end, certains m'ont vu peut-être me balader. J'ai passé tout mon week-end en fait à vélo. Et c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, c'est pas les actions, il faut qu'on les mène. Il n'y a aucun problème, on va essayer de les mener. Je pense que vous connaissez maintenant l'activité débordante de Madame le maire et de son équipe et les projets aboutissent aujourd'hui. Donc on va aller jusqu'au bout. Maintenant, ça ne changera pas fondamentalement en l'espace de 3-4 ans les us et coutumes des habitants. Il faudra une vraie prévention et ça c'est une génération. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, deuxième délibération, c'est la présentation du rapport sur le prix et la qualité du... Non, j'en ai oublié une, pardon. C'est la signature de l'avenant au contrat territorial eau et climat Rille-Charentonne.
Donc je pense que vous l'avez vu au cours de la commission. Donc, considérant que l'Agence de l'eau Seine-Normandie vise à encourager les acteurs à adapter leurs pratiques aux conséquences du changement climatique dans le cadre de sa nouvelle politique de contractualisation, considérant que la ville s'inscrit dans une démarche de préservation et de restauration de la ressource de l'eau, considérant que avec la contractualisation avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie permet d'assurer un traitement prioritaire des demandes de financement en période de tension budgétaire. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 3. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour l'année 2021. Donc vous l'avez vu en commission, je ne vais pas faire tout le rapport, mais nous avons à la page 5 et 6 le résultat de notre contrôle de l'eau. Nous avons eu que des A, nous étions bon élève. Pour les micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes, absence A. Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matière en suspension, le maximum réglementaire est de 2 NFU en robinet, nous avons eu 1. Éléments provenant des pratiques agricoles dérogées, domestiques et industrie, le maximum réglementaire est de 50 mg par litre, nous avons eu 1 parce que nous sommes à 39,30. Environ 300 pesticides différents sont recherchés, le maximum réglementaire est de 0,5 UG par litre, pour le total des pesticides d'analyse est de 0,1 par substance individuelle. En deçà, la valeur standard propose à chaque pesticides, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé. Nous avons eu 1. Donc nous sommes des très bons élèves pour l'année 2021. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Donc je procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Alors, la délibération suivante, c'est la signature de l'opération de revitalisation territoriale et du secteur d'intervention. C'est-à-dire, on a défini notre ORT, de ce qu'on parlait de tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, vous l'avez vu en commission, le plan. Est-ce que vous avez des questions sur cette signature de cet ORT qui intervient il faut qu'elle soit signée avant le 21 octobre 2022, donc on est prêt, on sera signé bien avant. Elle permet quand même plusieurs choses, c'est surtout pour les propriétaires de bénéficier du dispositif de Normandie. Je suis en train de chercher mes trucs. Ça nous permet aussi d'avoir défini, parce que nous sommes obligés de définir les limites de notre ORT. Donc, est-ce que tout le monde a vu le plan? Oui, tout le monde a vu le plan. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 5, approbation du programme des projets de travaux. Alors, il est proposé d'engager les projets suivants pour l'année 2022-2023. La réfection de la toiture et isolation des combles de l'école maternelle Ferdinand Buisson, le changement des huisseries des écoles maternelles du Bourg-le-Comte et de Ferdinand Buisson. Donc, il vous est demandé d'approuver ce programme. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Ditch. Merci Madame le maire. Donc puisqu'on en est à l'approbation du programme de projet de travaux sur les écoles, déjà vous féliciter de pouvoir faciliter la réfection de la toiture, l'isolation, le changement de huisserie des écoles maternelles et Ferdinand Buisson, Bourg-le-Comte, etc. Je voudrais m'appuyer sur cette question qui parle des écoles pour revenir sur un sujet qui nous frappe, c'est la fermeture de 3 classes sur notre ville, donc à Paul-Bert, à Bourg-le-Comte et à Jean Moulin. Donc des mesures doivent être prises. Et donc, même si nous avons eu l'occasion d'échanger avec M. Pereira et que l'un et l'autre
et d'autres encore ici, nous nous sommes mobilisés très fort contre les fermetures de classes en étant présents dès les annonces. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un mauvais signal pour notre ville de voir 3 classes fermées. Et donc, je crois me souvenir avoir dit il y a déjà plusieurs années et encore l'an passé, cette année, qu'il faut revoir la carte scolaire interne de notre collectivité et aussi voir aussi cette déperdition d'enfants bernéens qui vont dans les communes extérieures et qu'il faut prendre des mesures fermes. Donc oui, Madame le maire, vous êtes engagée pour faire que notre ville évolue et qu'elle puisse être attractive. On ne ménage pas les uns les autres nos efforts sur ce sujet. Il n'empêche que les faits sont têtus. Le résultat est là, on a 3 fermetures de classes. Et comment allons-nous pouvoir renverser la table ou tendre le bâton de l'autre côté? Parce que derrière cela, c'est aussi l'avenir de nos collèges. On a un collège qui est en train de se créer, enfin qui va ouvrir à la rentrée en septembre, il va falloir le remplir. Donc ce sont des questions qui sont au cœur des préoccupations des Bernéens et tout particulièrement des jeunes familles. Donc, je vais répondre, Pascal. Nous avons été voir la DAZEN avec M. Pereira et le président de l'Interco pour les fermetures des classes. Paul Bert, on ne pouvait pas l'éviter. Ferdinand Buisson, non. Bourg-le-Comte, on ne peut pas l'éviter non plus parce qu'il y a de moins en moins d'enfants, et Jean Moulin, pourtant on a fait le nécessaire pour faire inscrire des enfants à Jean Moulin. Il y a des enfants qui étaient en extérieur qui sont revenus sur la commune parce qu'il y avait un problème d'affectation des enfants. Il y avait des familles qui ne voulaient pas, et je comprends par leur métier que c'était pas possible qu'ils aillent sur nos quartiers qui des fois sont un peu sensibles, Bourg-le-Comte et le Stade. Donc j'ai donné l'autorisation pour qu'on les inscrive soit sur Ferdinand Buisson, soit sur Paul Bert. Donc ces familles sont revenues à Bernay. C'est vrai que pour le collège, on a un nouveau collège qui ouvre. Mais à la rentrée 2023, on perd 3000 collégiens. À la rentrée 2024, 3000 collégiens. Et 2025, 3000 collégiens. On va perdre 9000 collégiens jusqu'en 2025-26. Sur le département, évidemment, pas à Bernay, parce que nous n'avons pas des capacités de collège à Bernay d'accueillir 3000 collégiens. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de familles avec enfants. C'est ce qui nous manque. On n'a plus qu'à encourager les jeunes familles à avoir beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, même si dans le livret de famille, on peut y inscrire 10 enfants, voire 12 par moment, c'est loin d'être rempli. En tous les cas, on s'active énormément pour faire venir des familles à Bernay, tant parce qu'on se bat contre le logement indigne et dégradé déjà, parce que vous avez dû voir qu'il y a eu plusieurs arrêtés qui ont été collés sur des façades par le préfet, à la demande du préfet, suite aux démarches que nous avions effectuées pour certains logements. Nous allons reconstruire, nous sommes sur le projet de vente du terrain qui se trouve en face de la résidence Lilou, l'ancien terrain, pour recréer des familles. À l'ancienne clinique de la Charentonne, le permis de construire a été délivré pour aussi créer du logement et pour faire venir des familles. On essaie de se battre. La carte communale des écoles, c'est à nous de la modifier, et elle sera, et les services ont commencé ou vont commencer. Peut-être M. Pereira peut en dire. Merci Madame le maire. Effectivement, comme vous l'avez évoqué, c'est pas une problématique bernéenne, hein, c'est une problématique euroise avec une pyramide des âges en fait qui s'étoffe effectivement au niveau des personnes âgées et qui diminue au niveau des populations jeunes. Effectivement, pour rappeler le chiffre, 9000 étudiants en moins sur les 5 ans à venir, enfin un petit peu moins, et sur Bernay, c'est 45 enfants en moins dans les écoles, malgré tout le travail. Et là je tenais justement à prendre la parole pour remercier le travail de monsieur Delalandre et de ses équipes ainsi que de madame Duval, puisqu'en fait il y a eu une vraie stratégie pour essayer de maintenir les enfants au sein de Bernay. Juste, je vais vous donner quelques chiffres. J'ai signé 55, à peu près 55 dérogations pour avoir des enfants sur Bernay, donc des enfants extérieurs sur Bernay. Au niveau du multi-accueil,
il y a eu des journées d'information auprès des parents pour justement que les enfants qui sont au multi-accueil à Bernay puissent aller dans les écoles bernéennes. Il y a eu également un début d'étude sur la carte scolaire et là je voulais revenir sur cette étude-là qui est quand même extrêmement importante. Alors pour l'instant c'est une étude technique. Bien évidemment lorsque elle deviendra on va dire un portage politique, les oppositions, comme toujours, seront associées. Je tenais à le préciser quand même. Et donc en fait, au niveau de la carte scolaire, pour nous, il n'était plus pertinent de penser carte scolaire bernéenne. À un moment donné, on est sur une intercommunalité, alors sans parler bien sûr de carte scolaire intercommunale, ce qui serait totalement incohérent. L'objectif, c'est avec les communes très proches de Bernay, qu'on puisse redéfinir une carte scolaire, parce qu'on a des aberrations du système où il y a des communes avec des créations de classes alors qu'elles n'ont pas les structures pour supporter en fait la charge l'effectif des enfants qui vont être inscrits. Donc l'objectif c'est justement de travailler en intelligence avec les communes proches pour justement se dire pourquoi investir de l'argent public, parce que certes ce n'est pas l'argent du budget bernéen, mais c'est de l'argent public quoi qu'il en soit, même sur les communes de Panne et j'en passe. Donc l'objectif c'est de travailler avec ces communes en évoquant le fait que plutôt que de construire des écoles, essayer d'agrandir les classes avec toutes les problématiques inhérentes, notamment la sécurité incendie. Pourquoi? Alors que nous on a les structures, ne pas les accueillir dans nos écoles pour pérenniser en fait les effectifs. Donc cette carte communale, l'objectif c'est de l'agrandir en fait. Et je vais compléter parce que le département il a une réflexion aussi, parce que jusqu'alors il validait toutes les constructions, les agrandissements de groupes scolaires et autres, et là aujourd'hui aussi il regarde parce que par exemple il y a un groupe scolaire qui se construit dans une commune et 10 km plus loin il y a un autre groupe scolaire qui se crée, alors que si on pouvait réunir les groupes scolaires ensemble, quitte à faire peut-être un plus grand groupe scolaire, mais au moins qui est pas, parce qu'on voit bien on construit des groupes scolaires et puis on a des fermetures de classes les unes après les autres, donc avec le manque d'effectifs. Bon, une dernière question, réflexion, comme vous savez c'est mon collègue et ami et camarade Simon Jaïraï qui est membre de la commission scolaire, donc il m'a demandé de vous porter ce message que je partage bien sûr. Vous dire malgré tout mon inquiétude, notre inquiétude sur notre groupe Bien Vivre à Bernay, parce que le poids de l'histoire de la commune de Bernay, qui avait 9 écoles pleines, il y a moins de 10 ans, nous sommes passés à 8 écoles. C'est-à-dire que l'école Jules Ferry a fermé et il y a eu, on va dire, une ventilation des élèves sur les autres écoles pour permettre à ce que les effectifs soient stabilisés dans le bon sens, quoi. Et aujourd'hui, il y a des inquiétudes dans la communauté éducative. Bon, on a eu un échange, M. Pereira, juste avant le conseil sur le sujet, mais la semaine dernière, avec un conseil d'école aux Fontaines qui ne s'est pas très bien, enfin disons, ça n'a pas bien matché, on va dire ça comme ça pour aller vite, et des inquiétudes par rapport à un déménagement de lieux pour le périscolaire, et derrière tout de suite se sont posées ces interrogations-là qui sont légitimes et dont on a besoin d'être assuré par votre prise de parole juste après, si vous voulez bien, Monsieur Pereira et Madame le maire, sur le fait qu'on n'ait pas à terme, comme on a eu la disparition de l'école Jules Ferry, une fermeture d'école aux Fontaines pour remplir les autres écoles, quoi. Je vais répondre, Monsieur Ditch. Il y a eu, pour vous parler du périscolaire, à la maternelle des Fontaines, il n'y avait que 2 inscrits au périscolaire. C'est ça la réalité. Donc on dit à titre d'expérimentation, parce que pour 2 enfants, on va faire le périscolaire en même temps à Paul Bert. Et d'un coup, il y a eu 9 autres inscriptions. Donc le périscolaire, il reste maternelle des Fontaines. Vous garantir que la maternelle des Fontaines, elle va pas disparaître, je sais pas. Moi, j'y suis beaucoup attaché à cette école parce que je trouve vraiment que c'est une école comme une école de village. Cette maternelle, les enfants, ils y sont bien. Maintenant, il faut qu'on encourage les familles à y mettre les enfants. On a aussi une perdition. Il faut aussi savoir pourquoi qu'on a une perdition de population, parce qu'on a une population qui s'est paupérisée, et pour se cacher de la réalité de la grande ville,
s'expatrient dans les communes beaucoup plus lointaines. C'est un peu une façon de vivre cachée. Ça, c'est une réalité, c'est ce qui est ressorti d'une étude, que quand on est vraiment une famille paupérisée, on s'expatrie sur les communes rurales un peu plus lointaines de la ville pour pas se faire montrer du doigt, on va dire. Donc voilà. Et ça aussi, c'est une complication. Donc en tous les cas, on essaie de venir en aide à toutes les familles auxquelles on peut aider, on lutte contre l'habitat dégradé et on lutte fortement pour qu'il y ait des enfants dans nos écoles. Merci Madame le maire. Donc juste pour compléter un petit peu, moi j'ai envie de dire qu'il faut revenir aussi à la genèse du service public. Qu'est-ce qu'un service public? Un service public, il est bien là pour répondre à un besoin de la population. Là, en l'occurrence, la scolarité. Admettons, dans un futur très lointain, Bernay, plus aucun enfant. Est-ce qu'on maintient les 8 groupes scolaires? En fait, le maintien d'un service public n'est lié en fait qu'à un besoin d'un territoire. C'est pas nous en fait qui exprimons en fait ce besoin du territoire, c'est la population. Un autre exemple sur qu'est-ce qu'un service public. Lorsqu'on a 2 enfants inscrits dans un groupe scolaire ou dans le cadre périscolaire, il existe des services. Il existe des services qui prennent en compte un petit nombre d'enfants. Ce sont les assistantes maternelles. Un service public n'est pas là pour répondre aux besoins on va dire, individuels. Il est là pour répondre à un intérêt général. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit en début de conseil, je l'ai dit en commission éducation jeunesse, je l'ai dit également aux parents qui m'ont sollicité. Vu les effectifs qu'il y a au niveau du périscolaire de l'école des Fontaines, bien évidemment qu'on va le maintenir. Nous, c'est pas une partie de plaisir que de se dire on va fermer une école, on va fusionner un accueil périscolaire. Nous, concrètement, moi j'aimerais, et d'ailleurs j'invite les parents à faire des enfants, les parents qui sont en âge de faire des enfants, je les invite grandement, parce que je n'attends que ça, et qu'on réouvre la maternité, pourquoi pas. Voilà. Donc, encore une fois, un service public est là pour répondre à un besoin de la population et du territoire de cette population. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro... Non, je l'ai faite. Numéro 6, travaux de renforcement du réseau d'eau potable rue du Haras. La SAP de la Charentonne doit renforcer le réseau sur son territoire, mais ce réseau il profite aux riverains de Bernay. Donc aussi les travaux doivent être pris, une partie des travaux doit être pris en charge par la ville de Bernay pour un montant de 19 652,80. Donc, est-ce que vous me donnez l'autorisation de rembourser la SAEP de la Charentonne pour les travaux qu'ils vont faire en notre lieu et place? Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 7, adhésion au groupement de commandes ad hoc relative à la réalisation d'une étude hydraulique, écologique et de zonage pluvial sur les communes de Bernay, Menneval et du secteur nord-ouest de l'IBTN. Vous savez, suite aux nombreuses inondations qu'on a eues en 2016, il a été réalisé 2 études à l'échelle du centre-ville, un diagnostic des problèmes d'inondation du centre-bourg de Bernay, Sogeti en 2017 et un programme de proposition d'aménagement pour la gestion des eaux pluviales de la rue du Cognier. La ville a également, au titre de sa compétence eau potable, réalisé une étude BAC de captage sur son principal captage, les bruyères, où ont été constatés des phénomènes de turbidité. Donc aujourd'hui, c'est repart à l'interco et on va faire un groupement de commandes parce que ça impacte aussi Menneval et moi je vous demande de l'autorisation de créer la création de son groupement de commandes conclu entre la ville de Bernay, la ville de Menneval
municipal et l'Intercom, d'approuver que le fait de la commission d'appel d'offres de l'IBTN soit la commission d'appel d'offres du groupement de commandes, d'indiquer que l'IBTN sera coordinatrice du groupement et d'approuver les termes de la convention ci-dessus. Il faut savoir que si nous ne passons pas cette convention, que nous ne réalisons pas cette étude thématique hydraulique, nous ne pourrons plus bénéficier pour l'assainissement des subventions de l'agence de l'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, validation de la convention de mise à disposition à l'Intercom Bernay Terre de Normandie du parking du parc des expositions. Vous savez qu'avec les travaux que nous allons faire place de Verdun, le pôle multimodal et la continuité du boulevard du But, il y aura une impossibilité d'y mettre les bus scolaires pour prendre les enfants au lycée Fresnel. Donc il est prévu qu'il y ait 10 bus qui soient stationnés le long de la piscine, 5 d'un côté et 5 de l'autre, et pour faire la charge et la décharge des enfants du lycée Fresnel, ils vont sortir par l'arrière et ils iront prendre leur bus au parc exposition. Voilà, donc c'est la mise à disposition du parc d'exposition. Je rappelle que ce parc il sera mis à disposition du lundi au vendredi pour les bus, puisque le samedi et le dimanche il n'y a pas d'école, et que le samedi et le dimanche la ville de Bernay pourra bénéficier bien sûr du parc des expositions. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, cette validation, je l'ai faite, cette proposition, je l'ai faite au lycée Fresnel hier soir lors de leur conseil d'administration. Nous avons été présenter le projet, acté avec la région, parce que nous avons une réunion sur place avec la région et autres. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Alors là, je vais donner la parole à Monsieur Pereira pour la convention de financement ville Intercom Bernay Terre de Normandie pour le projet Mobi à l'école. Merci Madame le maire. Effectivement, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, quand on parle de prévention et d'éducation, le projet Mobi justement à l'école, qui est porté par l'Intercom Bernay Terre de Normandie, en partenariat avec la ville de Bernay et l'école Jean Moulin, qui a candidaté sur ce projet, a pour objectif en fait de sensibiliser les enfants, mais également les parents à la notion de mobilité douce. Donc remplacer en fait la voiture par le vélo ou la marche à pied comme moyen de locomotion pour ces trajets du quotidien. Ce projet pédagogique est développé sur 2 années. Donc l'IBTN s'engage à participer financièrement au programme Mobi, donc à hauteur de 4 334 €, qui correspond en fait à 75% du reste à charge, alors que la commune de Bernay va s'engager à participer financièrement, c'est ce que je vous propose en tout cas, au programme Mobi à hauteur de 1 445 €, qui correspond à 25% du reste à charge. Donc l'objectif, c'est que la collectivité puisse verser la somme de 722,50 € en 2022, puis 722,50 € à 2023 à l'IBTN. Merci, M. Pereira. Y a-t-il des questions? C'est un sujet qui a été traité en conseil communautaire. Donc, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à M. Pereira et M. Lemercier se déporte pour cette délibération qui concerne le reversement à la Société des courses de Bernay sur les paris hippiques. Non, j'ai dit que tu te déportais. Merci Madame le maire. Effectivement, le Code général des impôts instaure un prélèvement sur les enjeux générés par les paris hippiques. Une partie de ce prélèvement est réservée aux collectivités territoriales à concurrence de 15%. Depuis 2019, ce prélèvement bénéficie pour moitié aux EPCI à fiscalité professionnelle et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts
les hippodromes. À ce titre, la ville de Bernay a perçu 5 088,80 €. Du fait de la crise sanitaire, la Société des courses de Bernay a organisé moins de courses et a vu ses recettes de fonctionnement et recettes sur les prélèvements des paris hippiques diminuer dangereusement. Afin d'aider la Société des courses de Bernay, qui est une association participant à l'animation et au dynamisme du territoire, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver que lui soit reversée la somme perçue au titre du prélèvement sur les paris hippiques. Je voudrais compléter, c'est une délibération qu'on aura chaque année. Fin de compte, avant, ça passait directement à la Société des courses. Et maintenant, alors je ne sais pas pourquoi, qui a décidé ça au niveau national, ça doit passer une partie par l'Interco et une partie par la ville de Bernay. Nous, on est juste transitaires. Donc, je ne comprends pas trop cette délibération, mais bon, c'est comme ça. On doit la passer, donc on la passe. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à M. Pereira concernant la validation de la convention de refacturation de prestations alimentaires à l'IBTN. Merci Madame le maire. L'IBTN a sollicité la cuisine centrale de la ville de Bernay pour des prestations alimentaires dans le cadre de l'exercice de ses compétences, donc centre de loisirs, crèche, inauguration de la maison France Service, etc. Et afin d'obtenir un remboursement d'un montant total de 3 292,87 € correspondant aux prestations réalisées, il est proposé au conseil municipal de valider cette convention. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je redonne la parole à M. Pereira pour la subvention un avenant sur la subvention de la classe de découverte de Paul Bert. Merci Madame le maire. Effectivement, l'école Paul Bert a effectué, vous le savez, une classe de mer en mai dernier, puisqu'on a passé une délibération pour les élèves de CM2. Ce projet a été subventionné par la coopérative scolaire, l'association des parents d'élèves et la ville de Bernay à hauteur de 1 957 €. Malgré le pilotage du projet par l'école Paul Bert, la demande de subvention devait être portée par la collectivité. De ce fait, le service vie scolaire a transmis une demande via la plateforme du département, mais celle-ci n'a jamais été prise en compte. Apparemment, un problème informatique n'a pas permis de valider cette demande. Aujourd'hui, le séjour est terminé et l'école doit encore la somme de 810 € au prestataire. Il vous est donc demandé à titre exceptionnel de bien vouloir solder le séjour. Merci M. Pereira. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, attribution des subventions dans le cadre de la politique communale d'accès aux droits. Je donne la parole à M. Pereira. Merci Madame le maire. Depuis 2014, la ville de Bernay a signé une convention avec le conseil départemental d'accès aux droits afin de développer un point d'information juridique gratuit. Cette convention permet notamment la consultation gratuite d'huissiers, d'avocats, d'associations tutélaires. À ce titre, il est proposé d'accorder les subventions suivantes. Donc à l'association d'aide aux victimes et d'action du champ judiciaire de l'Eure, 3 100 €. À l'agence départementale d'information sur le logement de l'Eure, 3 200 €. Au centre d'information sur le droit des femmes et des familles de l'Eure, 3 000 €. Ce soutien financier permettra de développer des temps d'accueil, d'écoute et de conseil aux habitants. Et donc cette année, nous payons cette subvention, mais je voudrais qu'elle soit portée par l'intercommunalité parce que nous ne recevons pas que des personnes de Bernay. Donc comme elle profite à tout le territoire, je voudrais que ces subventions soient portées par l'intercommunalité ou même que chaque commune participe pour ces associations puisque c'est pour leur administrer. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au... Juste à titre indicatif, c'est un service public qui marche très bien, puisqu'en fait chaque année il y a 600 personnes qui consultent en fait ce point d'information, ce qui est colossal. Comment? J'ai dit on pourrait monter.
Oui, mais bon. Vous voulez parler, Oui, merci Madame le maire. J'avais une question, je suis tout à fait favorable à la discussion que vous avez entamée avec l'IBTN. Quelle a été leur action et quel est le délai qu'ils se donnent pour vous répondre et évidemment être d'accord avec votre proposition que je soutiens pleinement? Je pense qu'on verra ça pour l'année prochaine, à la même époque, on sera fixé, non, parce que le but c'est pas que l'IBTN porte tout, c'est aussi que peut-être que les communes aussi participent, parce que c'est pas toujours l'IBTN. Le mieux ce serait que toutes les communes participent, puisque tout le monde en bénéficie. Oui, c'est beaucoup plus juste. Bon, nous on a continué à soutenir cette année ces associations, parce que sinon elles disparaissaient de notre territoire. Hein. Donc est-ce qu'avant c'était quand même porté aussi par la justice, qui ont réduit aussi leurs subventions, mais finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit que c'est bénéficiaire pour tous les habitants de notre territoire. Donc je trouve qu'il serait plus logique, c'est soit les communes abondent en fonction de ça, ou soit c'est l'intercommunalité qui porte ces subventions, mais pas seulement la ville. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Alors, je redonne la parole à Monsieur Pereira pour la validation de la convention de partenariat avec la mutuelle Juste. Merci Madame le maire. Pour cette délibération, je voulais encore avoir une pensée pour Madame Claudine Eudes, c'était un des projets porteurs en fait de sa délégation. Et à un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc voilà, je voulais le signifier. Effectivement, aujourd'hui, dans un contexte toujours plus contraint, notamment en termes de pouvoir d'achat, la ville de Bernay avait déjà initié, avant même cet état de fait, un projet permettant de mettre en place une complémentaire santé à tarif négocié pour ses habitants, aux fins de lutter contre l'inégalité d'accès aux soins. C'est ainsi que les services ont mené une étude comparative de différentes mutuelles avec comme objectifs principaux de viser les habitants les plus éloignés du système de santé et contribuer ainsi à réduire les inégalités sociales de santé, conforter l'accès aux soins et le parcours de santé des personnes âgées en situation d'isolement. À l'issue de l'analyse des candidatures et des offres, Mutuelle Juste a été retenue. La ville de Bernay et Mutuelle Juste ont décidé de collaborer afin de faciliter l'accès aux bénéficiaires de la commune à une complémentaire santé sociale et solidaire. Pour cela, il est demandé aux membres du conseil municipal de valider la proposition de la Société Mutuelle Juste qu'on a pu voir en commission, d'autoriser la signature de la convention de partenariat et d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à la délibération. Si je pouvais rajouter quelque chose, c'est juste que cette mutuelle s'adresse également aux agents, aux agents de la collectivité qui étaient malheureusement mal assurés. Donc c'est un gros progrès pour la collectivité et pour notre ville. Et on pourra peut-être l'étendre sur le territoire. Voilà. Y a-t-il des questions? Parce qu'on a vu en détail cette mutuelle au niveau du CCAS, lors du conseil d'administration. Y a-t-il... Oui, Monsieur Chaumerger. Ma question est d'ordre pratique pour les Bernayens qui vont vouloir se tourner vers cette mutuelle. Quel va être le point de contact? Puisque quand c'est une mutuelle connue, on pousse dans la rue une porte. Est-ce que ce sera à l'accueil de la mairie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc il y aura une réunion publique au mois de septembre, je n'ai plus la date, le 21 ou le 23, mais ça on vous le redira. Et après il y aura une personne qui siégera, enfin qui sera dans nos locaux pour prendre en charge toutes les demandes. Et cette mutuelle est aussi valable pour toutes les personnes qui viennent travailler sur notre territoire. Exclu bien sûr puisque dans les entreprises les mutuelles elles sont obligatoires, donc exclu les mutuelles obligatoires. C'est pour celles qui n'ont pas de mutuelle, bien sûr. Le 21 septembre. Le 21 septembre, oui chef. Le 21 ou 23, c'est le 21 septembre. Voilà. Plus d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, je devais donner la parole à Madame Turmel pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Partac. Donc, on retire cette délibération parce qu'il n'y a pas eu la réalisation du projet. Et je peux rajouter quelque chose pour
pour les personnes qui étaient présentes à la commission culture où j'avais présenté cette délibération. Et en fait, le danseur indien qui devait venir n'a pas obtenu son visa. Donc c'est annulé. Donc, y a-t-il des questions? Non, on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Et ce coup-ci, je donne la parole à Madame Turmel concernant le tarif de la salle capitulaire, de location de la salle capitulaire. Merci Madame le maire. Donc il est proposé de permettre la location de la salle capitulaire à des organismes extérieurs. Cette prestation peut permettre d'offrir un espace de qualité historique inscrit aux monuments historiques, un cadre privilégié pour l'organisation d'événements. La location peut se faire à la journée ou à la soirée, aussi à la demi-journée. Tarif prenant en compte l'ensemble des frais inhérents au fonctionnement du site, le chauffage, Internet, les sanitaires, excepté l'entretien qui est un supplément obligatoire, eu égard à la qualité patrimoine et cultuelle du site. Donc pour les tarifs à la journée, 500 €, la soirée 300, journée plus soirée 750, demi-journée 250, forfait entretien en supplément 100 €, puisqu'en commission il avait été présenté 50 € et après discussion s'est dit que vraiment c'était un peu juste puisqu'il y a la salle capitulaire et les toilettes à entretenir. Et une caution de 300 €. Les locataires seront soumis au règlement intérieur du site dont un exemplaire leur sera remis. Donc il vous est demandé de valider le principe de la location de la salle capitulaire et de valider les tarifications proposées. Et je vous propose d'augmenter la caution, de la passer de 300 à 500 €, puisque c'est vraiment peu cher pour la salle capitulaire. Voilà, parce qu'une caution, oui, ça reste une caution quand même. Hein. Oui, oui. Voilà. Monsieur Ditch. Oui, juste pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de la part du public, de nos concitoyens qui écoutent le Conseil actuellement. Les organismes extérieurs, vous pouvez nous les préciser? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des associations, par exemple, loi 1901, locales? Est-ce que ce sont des associations intercommunales? Voilà, est-ce que ce sont des entreprises plutôt? Enfin, si vous pouvez le préciser. Ce sera plutôt des entreprises et pas des associations locales. Parce que les associations, vous avez pu voir que le photoclub il a exposé pendant le vote et que la mise à disposition de la salle capitulaire était gratuite. Donc voilà. Donc y a-t-il d'autres questions? Non, donc pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, je redonne la parole à M. Pereira concernant la modification de la délibération numéro 06 de 2022 relative au recrutement d'un contrat aidé. Ah, c'est moi, pardon. Oui, c'est moi. Donc, vous savez qu'on avait signé une convention avec des contrats aidés où on pouvait bénéficier de 65% de réduction de charges. Et bien, la loi, elle a changé. Nous ne bénéficierons plus que de 45%. Nous avons perdu 20% en cours de route. Donc, il faut refaire la délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 18, M. Pereira, concernant le don de jours de congé. Merci Madame le maire. Un agent, sur sa demande, peut renoncer anonymement et sans contrepartie à toute partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre agent relevant du même employeur, qui, selon le cas, assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie, d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Les jours qui peuvent faire l'objet de dons sont les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Ils peuvent être donnés en partie ou en totalité, et ainsi que les jours de congé annuels. Le don est définitif après accord de l'autorité territoriale qui dispose de 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. La durée de congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est par contre plafonnée à 90 jours par enfant ou par personne et par année civile. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en œuvre du don de congé à un agent avec un enfant malade ou à un agent aidant familial. Je veux juste apporter une petite précision concernant le jour de congé. Ne peuvent être donnés que les jours de congé au-dessus du 20e. Les salariés sont obligés de prendre leurs premiers 20 jours de congé, hein, je précise. Voilà, parce que comme on a le droit à 25, c'est les 5 jours au-dessus du 20e qui peuvent être donnés en don de congé. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Je redonne la parole à M. Pereira concernant l'indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés. Merci Madame le maire. Donc peuvent bénéficier de cette indemnité les agents de la ville de Bernay titulaires, stagiaires et non titulaires, sans condition de grade ou de filière, employés à temps complet, partiel ou à temps non complet. Les attributaires doivent assurer totalement ou partiellement un service normal entre 21h et 6h du matin, dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire de travail. Le travail normal de nuit se définit par l'accomplissement de simples tâches de surveillance. A contrario, le travail intensif de nuit ne se limite pas aux seules tâches de surveillance, mais consiste à une activité continue et variée. Cette indemnité concerne les agents relevant des différentes filières de la fonction publique territoriale. Donc un arrêté en fait ministériel du 30 août 2021 a fixé le taux horaire de l'indemnité pour travail normal de nuit à 17 centimes et le taux horaire de l'indemnité pour travail intensif de nuit à 80 centimes. Ces taux seront réévalués automatiquement à chaque publication d'un arrêté ministériel modificatif. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en œuvre de l'indemnité de travail normal de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif. Et on verra la délibération que je vais faire juste après. M. Pereira a pris la délibération numéro 20. Vous avez expliqué la délibération numéro 20 au lieu de celle de la 19 concernant les dimanches et jours fériés. Donc je lui redonne la parole, on votera les deux délibérations. Oui, dans le même principe, en fait, pour prétendre à cette indemnité horaire, l'agent doit avoir effectué un service le dimanche ou jour férié entre 6h et 21h dans le cadre de son planning habituel. Peuvent en bénéficier les mêmes agents. Par contre, c'est le montant horaire de référence qui s'élève à 0,74 centimes par heure effective de travail. Et ce montant, bien évidemment, comme tout à l'heure, peut évoluer en fonction de la réglementation. Alors, y a-t-il des questions sur la délibération concernant les travails des dimanches et jours fériés? Pas de questions, donc on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Pour la délibération concernant l'horaire pour le travail normal de nuit, y a-t-il des questions? Pas de questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à M. Louis Chouin concernant les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables et créances éteintes pour le budget principal et le budget annexe de l'eau. Merci Madame le maire. Donc nous sommes appelés à nous prononcer sur les admissions en non-valeur, ce qui avait déjà été le cas l'année dernière, ainsi que sur les créances éteintes jugées irrécouvrables par le service de gestion comptable, c'est-à-dire par la trésorerie. Cela concerne à la fois le budget principal de la ville, ainsi que le budget annexe de l'eau. Donc pour rappel, une créance est dite admise en non-valeur lorsqu'elle a fait l'objet de poursuites qui se sont révélées infructueuses eu égard à l'insolvabilité du débiteur. L'admission en non-valeur d'une créance appure les prises en charge, mais elle ne libère pas pour autant le redevable. Le recouvrement peut être repris si le débiteur redevient solvable, c'est-à-dire que retour à bonne fortune nous permet de réenclencher une procédure pour tenter de recouvrer les sommes dues. Donc
Donc tout cela concerne, pour le budget principal, les exercices 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14 et 15. Pour le budget de l'eau, les exercices concernés sont les suivants: 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 17, 18, 19 et 20. Les sommes en question, pour ce qui concerne le budget principal, cela s'élève à 72 001,46 €. Pour ce qui concerne le budget annexe de l'eau, à 851,85 €. Donc là, on a parlé des créances dites admises en non-valeur. Pour ce qui concerne les créances éteintes, celle-ci s'impose à la collectivité créancière et s'oppose à toute action en recouvrement par le comptable public. Une créance éteinte constitue donc une charge définitive pour la collectivité et elle doit être constatée par le conseil municipal. Ces créances ont soit été effacées dans le cadre d'une procédure, c'est-à-dire suite à une liquidation judiciaire ou suite à l'intervention de la commission de surendettement de l'Eure, ou alors elles ont fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs prononcée par le juge. Ces sommes dites non recouvrables, ces créances dites éteintes concernent essentiellement et uniquement, pour cette année, le budget annexe de l'eau, et cela pour une somme globale de 22 896,58 €. Voilà, Madame le... Merci. Donc, il vous est demandé de décider l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables et éteintes figurant sur l'état nominatif et dressé par M. Louis-Chuin pour un montant total de 95 749,89 €. Le budget annexe plus le budget de l'eau plus le budget principal, la totalité fait 95 749,89 €. Y a-t-il des questions ? Monsieur Chemerger. Oui, ma question est d'ordre technique. Il y a des années, il y a des trous dans les années. Par exemple, 2002-2003 n'existe pas. On passe de 11 à 16. Est-ce à dire que ça a déjà été traité ou quelle est la raison? Alors, soit ça a été traité, ou soit tout le monde avait payé. C'est ça. Donc en 2 mois, on n'y reviendra pas. Là, Ah non, on reviendra plus. Là, on a pris toutes les créances que le trésorier nous a présentées et où on n'a plus de possibilité. Donc, mais on rappelle que les créances qui sont de 2001, 2004, 2005, on peut toujours, parce qu'il faut savoir que là, on n'a pas réussi à les recouvrer, mais elles ne sont pas éteintes. Donc, on pourra toujours poursuivre dès lors que le trésorier verra que la personne qui doit tel montant, eh ben, elle prendra sur son compte bancaire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Ditt. A-t-on des détails sur comment dirais-je, ces dettes? Comment elles sont réparties? Parce qu'il me semble me souvenir, il y a une époque, puisqu'on remonte à 2001 et on aurait pu remonter un petit peu avant, on avait des patrons voyous, façonniers, qui partaient à la cloche de bois et qui avaient des dettes assez importantes. Donc si la ventilation, c'est par exemple nos concitoyens pour une dizaine d'euros, mais multiplié par un nombre de personnes assez nombreuses, ce n'est pas la même chose à requalifier que si c'est une entreprise qui part à la cloche de bois pour délocaliser par exemple et qui part avec une dette de 50 000 ou 60 000. Donc est-ce que je pourrais avoir des informations là-dessus? Je peux dire, mais le nombre d'entreprises, le montant, je ne sais pas. Dans le budget principal, il y a essentiellement des cantines, des droits de terrasse, les cantines, les droits, enfin cantines, tout ce qui est scolaire, périscolaire, multi-accueil, tout confondu, les droits de terrasse, sur des entreprises qui ont été liquidées aussi les taxes sur la publicité. Concernant l'eau, les 851,85, ce sont des particuliers. Sur une partie du budget annexe de l'eau pour les sommes éteintes, il y a très peu d'entreprises. Ça concerne très peu d'entreprises, mais beaucoup de particuliers. Il n'y a pas d'entreprises qui sont parties avec le réseau, dans toutes celles qui sont concernées. C'est essentiellement, non mais ce sont essentiellement suite à des liquidations judiciaires.
a-t-il d'autres questions? Plus de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Monsieur Chouin concernant la décision modificative numéro 2 pour le budget principal de la ville et la numéro 1 pour le budget annexe de l'eau. Oui, donc merci Madame le maire. Suite à cette délibération que vous venez d'adopter, je vous rappelle que le budget primitif est voté par chapitre et la décision modificative est proposée au niveau du chapitre tel que défini dans 2 articles de loi du CGCT. Pour ce qui concerne le référentiel M57, celui-ci permet de procéder sans délibération à des virements de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section. L'information donc au conseil municipal lors de sa séance la plus proche doit être réalisée. Or, pour ce qui concerne cette fonctionnalité spécifique à la M57, elle n'est toujours pas intégrée dans l'application comptable Berger-Levrault qui régit la gestion de nos comptes. Et en attendant la nouvelle version donc, de l'application Berger-Levrault, il nous est nécessaire de procéder manuellement au virement de crédit de chapitre à chapitre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne touche pas du tout à l'équilibre budgétaire, mais on reprend les sommes dont nous avons parlé précédemment sur les provisions et on les réaffecte sur les chapitres qui sont concernés. Voilà, donc en annexe 1, vous avez ce qui concerne le budget principal de l'eau. Donc, comme vous pouvez le voir, on reprend les 72 000... J'ai dit quoi? De l'eau, pardon. Non, j'ai dit, je précise, merci Madame le maire, plutôt de la ville. Donc, on reprend 72 000 euros et 72 001 euros et 46 centimes au chapitre 68 pour le reverser au chapitre 65, c'est-à-dire en autre charge de gestion courante. Et nous faisons exactement la même chose pour ce qui concerne le budget annexe de l'eau, en reprenant 23 748 euros 43 centimes au chapitre 68, c'est-à-dire dans les provisions, pour le reverser au chapitre 65, c'est-à-dire autre charge de gestion courante. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Donc oui, il faut savoir que la comptabilité M57 n'était pas encore obligatoire, mais la ville, elle est pilote sur cette comptabilité. D'ailleurs, ainsi que l'intercommunalité qui est entrée aussi sur cette comptabilité M57. Y a-t-il des questions? Plus de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais faire passer les DM signés pour les maquettes budgétaires. Il y en a 2. Voilà. Alors, je vais passer à la délibération numéro 23, la validation de la convention tripartite concernant le cinéma de Bernay. Ça y est, on y arrive. Vous savez qu'avec l'intercommunalité, nous avons un peu sorti ce dossier qui était au fond d'un tiroir et qui, à mon avis, aurait été très poussiéreux si on l'avait encore laissé. Donc, on a tout mis en œuvre pour que ce cinéma puisse aboutir. Nous avons une convention tripartite entre la ville de Bernay ou toute collectivité publique et la CI du 8 mai et la SAS, les cinémas bernéens. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Parce que je pense que vous avez tous lu la convention, je ne vais pas la rentrer en détail. Donc, il vous est proposé de valider cette convention tripartite de cession de bâtiments à usage de cinéma s'y annexé, d'approuver donc la convention et de m'autoriser à la signer. Des questions? Allez-y, Monsieur Chauberger. Merci Madame le maire. Donc c'est un sujet effectivement, comme vous l'avez très justement dit, dont on entend parler depuis longtemps et que vous avez repris et on s'en félicite tous. Néanmoins, je constate que dans toutes les discussions qui ont pu avoir lieu et la façon dont ça a été évoqué dans la presse, à l'interco ou autour de cette table, il n'avait jamais été mentionné le rachat du bâtiment à un horizon défini. Donc c'est, sauf erreur de ma part, la première fois que c'est évoqué. Et j'aurais voulu un petit peu savoir la genèse de tout ça, parce que ce qui me dérange, évidemment, on engage les deniers publics, et je sais que vous comme moi, on tient
utilisés de la façon la plus performante possible. Si j'ai bien compris, nous sommes sur un terrain qui reste la propriété d'une tierce personne. Nous sommes sur un bail amphithéotique. D'accord. Qui à terme n'est pas forcément renouvelé. Si, il a été déjà renouvelé encore pour 50 années. Oui. Et il s'engage à renouveler. Il sera renouvelé, je ne vais pas dire presque tacitement, mais oui. Dans 50 ans. Non, mais bien sûr, mais vous avez raison. Mais après, donc moi, ce qui m'intéressait, c'est le point juridique, à savoir s'il se renouvelle automatiquement ou pas, comme vous l'évoquez, parce que je pense que c'est un point important. De surcroît, effectivement, même si à 50 ans, on va, à partir du moment où on est propriétaire de ce bâtiment, l'entretenir. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit 50 ans ou demain, on va continuer à mettre de l'argent pour qu'il ne soit pas délabré. Donc, c'est un sujet important. C'est une somme importante, entre 1 et 1,5 million. Quel est l'objectif derrière ce rachat à terme et quelle a été la genèse en fait de ce rachat? Parce que c'est la première fois qu'on entend réellement parler, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que ça a été dans les dernières séances qu'on a eues ensemble avec la Société des cinémas et la société, la SCI du 8 mai. Donc, attention. On dit que la collectivité devra racheter en 2038, c'est ça de tête, je dis 2038, mais il est possible, c'est juste une éventualité pour garantir, puisque vous savez que c'est un bail qui a un bail commercial, parce que nous on veut garantir que le cinéma il reste, parce que le bail se termine, vous savez très bien que le cinéma peut disparaître. Donc nous, pour garantir que le cinéma il reste, on s'est mis d'accord que c'était soit la ville ou soit l'Interco qui rachèterait, ou Monsieur Boudbien qui garde son bien. Mais pour assurer les 15 ans, on voulait quand même assurer, parce que même si aujourd'hui nous sommes là, mais dans 15 ans, j'y serai plus, mais moi je voulais quand même que ça perdure, parce que même si on a mis que 22 000 et quelques euros de participation pour la ville, je voulais que ça perdure et qu'on assure que le cinéma il reste. Parce que dans 15 ans, un bail commercial, si on le dénonce dans les 6 mois, avant, vous savez très bien, au bout comme c'est des baux qui seront... puisque 9,6, 3,6,9, voilà, pardon, plus 3,6, ça faisait 15, voilà, c'est ça, je retrouve mes comptes, et bien on peut très bien dénoncer le bail. Donc, moi, je voulais quand même que le cinéma, il soit là. Mais c'est pas une obligation. Vous voyez, c'était juste pour qu'on garantisse, que je voulais vraiment qu'il y ait une convention pour garantir la pérennité du cinéma. Après, c'est soit... Peut-être qu'il vendra, j'en sais rien, peut-être qu'il gardera, mais au moins on assure l'assise du cinéma. Donc la décision sera celle de M. Boudbien. Soit il continue, soit il vend à la collectivité. Voilà. C'est lui qui aura la main... En 2038, voilà. Donc moi, c'était juste, nous, on a décidé que c'était juste pour garantir que le cinéma y reste, pour pas qu'un jour on nous dise, oui, les précédentes majorités ont mis des fonds publics dans le cinéma, et fin de compte, le cinéma il est parti, et puis on ne sait pas comment sera en 2038, on ne sait pas comment sera l'évolution de la vie, et on pourrait très bien dire que M. Boudbien il récupère ses bâtiments et il en fasse des cases commerciales, parce qu'aujourd'hui c'est non, mais demain, on ne sait pas. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pour garantir que le cinéma il reste bien à Merlet. Et puis tous les travaux qu'il y aura à faire à l'intérieur avec le cinéma, c'est la société de cinéma qui prend en charge les travaux. Nous, on aura que si c'est nous qui rachetons, ou les BTN, ou M. Boudbien, lui, on n'aura que le clos et le couvert. On dit comme ça, M. Chouin, le toit et les côtés. Voilà. Mais c'est assorti d'un loyer. Oui, il faut savoir qu'il y a 2 loyers qui vont tomber, parce que là aujourd'hui il y a les cinémas, donc il y aura un loyer de 60 000 euros en 2038, plus le loyer d'à côté, où il y a le bâtiment qui est fait pour de la restauration. Oui, parce que le bâtiment il a on va dire deux cellules. Une cellule cinéma et une cellule qui est prévue pour de la restauration. Donc il y aura les loyers des deux cellules. Voilà. Donc si j'ai bien compris, M. Boudbien décide ou pas de vendre. Mais en quoi s'il décide de garder, il est obligé de maintenir l'activité de cinéma. Il peut pas choisir tant que l'opérateur veut continuer. C'est ça. Mais si l'opérateur arrête, il arrête. En revanche, là, ça sera charge à nous de trouver
ou pas quelqu'un, un autre exploitant. Oh, je ne sais pas quel âge ils ont, M. Reynaud ou M. Patry. Je ne sais pas, mais ils ont des successeurs, je pense. Et donc, avec les investissements, quand même, c'est quand même une opération à plus de 2 millions d'euros. L'aménagement, même si il y a des subventions et des aides de l'IBTN et de la ville, quand même, quand on fait un financement comme ça, on essaye que ça perdure quand même. Oui, le fils Reynaud, il est jeune et je pense que M. Patry, il a aussi de la succession. Ah, surprise, je n'ose pas dire le jour. Non, Je ne dirai rien. Mais tu peux peut-être dire l'année. 2022, décembre 2022. Mais je ne dirai pas le jour secret. Ce qui est important, c'est qu'ils ont obligation d'ouvrir en 2022, faute de quoi ils perdent un grand nombre de subventions. Monsieur Berger, attends, il n'avait pas fini. Non, donc vous confirmez bien qu'en fait, Monsieur Boudbien ne peut pas à un moment donné utiliser ce bâtiment pour autre chose, mais ça reste sa décision s'il vous revend ou s'il reste propriétaire. Une dernière question, donc, puisque c'est un put, pour parler dans un langage un peu financier, il a l'option de vous vendre le bien. Cette option est ponctuelle dans 15 ans ou elle est ouverte à ce moment-là et reste ouverte, donc il y aura une date anniversaire et à ce moment-là, il faudra qu'une décision soit prise. Dernière question. D'un point de vue financier, est-ce que la mairie, la collectivité va mettre de l'argent de côté ou ce sera l'année où on devra payer qu'il faudra trouver le financement? Comment ça va être géré? Comment c'est géré en général en fait? En général, c'est géré par après un emprunt, mais on essaiera quand même d'être économe pour les futures municipalités. Je ne voudrais pas, le jour où je m'en irai, que de retrouver la même situation qu'on a trouvée nous en arrivant. Donc je ferai le nécessaire pour qu'en partant, je puisse me retourner et dire on a bien travaillé. Merci. Monsieur Ditch. Merci Madame le maire. Bon, sur le fond, je crois que je l'ai déjà dit, alors je ne sais plus si c'est en commission, en bureau IBTN ou quoi que ce soit, toujours est-il qu'on assiste de plus en plus, de la part, comment dirais-je, des porteurs de projets en quelque sorte, à un transfert de la prise de risque vers les collectivités. Et moi ça, je trouve ça insupportable. Alors, vous avez raison, c'est un enjeu très important, le cinéma. Mais on assiste de plus en plus à, je ne veux pas parler de chantage, mais malgré tout à un transfert de risque. C'est-à-dire que, bon, on est certains ici à avoir connu quand même les entreprises qui prenaient des risques pour s'installer. Et aujourd'hui, on a ce transfert de risque vers les collectivités, dont ce n'est pas la culture, dont ce n'est pas non plus, comment dirais-je, la mission. C'est une évolution dans les mandats qui pose vraiment question. Par ailleurs, comme vous, je lis beaucoup la presse régionale, et particulièrement celle du Calvados, et j'ai appris que M. Reynaud et puis Noé, hein, c'est ça la société Noé, ils viennent de racheter le Morny à Deauville. D'accord? Donc ça pose quand même des questions. Hein. Mais je comprends, Madame le maire, qu'on tient vraiment à ouvrir ce cinéma, mais franchement, on met vraiment beaucoup d'argent comment dirais-je, de la collectivité et c'est vraiment très embêtant. Voilà. Par ailleurs, moi ce que je lis dans la convention, il est précisé que la ville achète seulement l'ensemble immobilier. D'accord ? Et puis je vois par ailleurs que dans le bâtiment, il y aura par exemple un toit végétalisé. Voilà. Dans 15 ans, le toit végétalisé, on sait ce que c'est que les toits végétalisés. On regarde celui de l'hôpital, celui du diapason, enfin pas du diapason, mais comment dirais-je, du conservatoire, etc. Puis l'autre ailleurs, dans des entreprises aussi. Et, bon voilà, c'est un petit exemple comme ça. Les locaux techniques, c'est pareil. Donc tout ça forme des inquiétudes, en tout cas des interrogations qui demandent des explications, ou tout du moins des garanties réel sur, comment dirais-je, ce qu'on va léguer, nous, aujourd'hui, à nos successeurs dans ces dizaines d'années-là. Mais vous n'avez pas lu l'intégralité de la convention.
Alors, je l'ai lu, mais sur le fond... On a pris un certain nombre de garanties. Oui, bien sûr, mais il n'empêche que le fond, il est là. Hein. C'est-à-dire que la prise de risque, c'est nous qui la prenons. Et on la prend de plus en plus. Non, au terme des 15 ans, la toiture doit être en d'état si elle n'est plus conforme à son usage. Pour tout le reste du bâtiment, c'est la même chose, puisqu'il est prévu de faire passer un expert, à la fois un expert qui représentera la ville, et peut-être un expert, s'il le souhaite, qui représentera la SCI du 8 mai, mais toujours est-il qu'il n'est pas question de racheter ce bâtiment tel qu'il sera s'il n'a pas été entretenu pendant 15 ans. Et puis, je dis, je voudrais quand même, je sais que c'est des fonds de la collectivité, donc nous, Bernay, on a mis 22 000, Interco 91 000, ou de tête, ou 93 000, je sais que c'est des fonds. Mais nous, je pense que notre intercommunalité n'avait pas les moyens de celle de Poteau de Mer de mettre 9,5 millions d'euros dans un projet comme à Poteau de Mer. Donc, c'est vrai qu'on a poussé avec le président Gravel pour que la région remette 100 000 euros de plus, que le département remette 100 000 euros de plus. Sinon, ils auraient été à notre charge, ou le cinéma ne se serait pas réalisé. Donc aussi, pourquoi c'est un peu plus cher? Parce qu'avec l'augmentation des prix des matières premières là qu'on subit tous, de plein que ce soit particulier ou entreprise, donc il fallait vraiment qu'on aide. Et comme nous rappelait M. Chouin, c'est que de toute façon, si au mois de décembre, et je ne dirai pas la date, c'est pas ouvert, les subventions ne seront pas versées. Voilà. Monsieur Pereira. Oui, et je voulais juste rajouter, je vous rejoins complètement sur la forme, et malgré la bataille, parce qu'il y a de la bataille, quoi qu'il en soit, dans les négociations, à un moment donné, il va falloir, on est obligé de peser le pour et le contre. C'est le fameux coût avantage-risque. Et globalement, typiquement, là, il y a un vrai besoin de la population. C'est une vraie demande de la population. Et aujourd'hui, je me pose la question encore, qu'est-ce que la population aurait pensé si justement la municipalité n'avait pas œuvré pour qu'il ouvre ce cinéma? On en revient toujours pareil, en fait, à qu'est-ce qu'un service public? Là, pour moi, c'est un service public. Il fallait par tous les moyens qu'on puisse le faire sortir de terre pour répondre à un besoin de la population sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Je n'ai pas l'habitude de réintervenir plusieurs fois, hein, mais là, M. Pereira, je ne suis pas d'accord avec vous, hein, ce n'est pas un service public. On n'est pas l'exploitant. Si c'était un service public, on n'aurait certainement pas les prix qui seraient ceux-là. Non, ce n'est pas un service public, c'est une délégation. On n'est pas dans un service public, là, on met la main à la poche, on met la main à la poche, on met la main à la poche. Ok. Mais on est d'accord sur le fait que c'est indispensable. On a commencé ce conseil municipal en disant qu'il fallait renforcer l'attractivité de notre collectivité pour pouvoir essayer de dépasser ce chiffre fatidique des 10 000 habitants. Bon, oui, mais quand même, ça se fait avec douleur, en tout cas pour ma part. Je peux comprendre. Y a-t-il d'autres questions? Non, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, je redonne la parole à Monsieur Chouin concernant une cession de parcelle AI 343 à Monsieur Deluy et Madame Turlure. Merci Madame le maire. Donc cette parcelle est un comment dirais-je, un mouchoir de poche, hein, puisque cela concerne une superficie de 34 mètres carrés qui permet à l'acquéreur du bâtiment qui se trouve rue Guillaume de la Tremblay de pouvoir comment dirais-je, ériger une clôture de façon à ce qu'il ne soit plus dérangé par comment dirais-je, l'intrusion sur son terrain d'un tas de tiers, enfin de gens. Donc et surtout les déchets, oui, qu'il est contraint de ramasser lui-même. Donc
Il vous est donc proposé d'accepter de vendre ces 34 mètres carrés à Monsieur Delouis qui vit avec Madame Turlure au prix qui a été fixé par les domaines à 10 € du mètre carré, c'est-à-dire que la vente globalement s'élèverait à 340 €, mais tout cela pour le bien de ce couple qui pensait avoir fait sur ce bâtiment un joli nid d'amour, mais qui se trouve bien souvent ennuyé par l'intrusion, comme je le disais, de personnes étrangères. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je reprends. Et on arrive à la dernière délibération, il me semble, mais oui, donc la délibération numéro 25, la validation des tarifs du règlement intérieur de la convention de prestation de services pour la gestion de l'aire de stationnement de camping-car. Vous savez que notre camping municipal, il est fermé depuis quelques années. Nous allons avoir une grande réflexion sur ce sujet de camping. En attendant, vu la demande des tracteurs pooling pouvant stationner des camping-cars, on a fait l'essai de voir si notre camping pouvait accueillir des camping-cars, donc c'était la faisabilité. Donc on vous propose que pour la saison qui démarrera du 11 juillet jusqu'au mois de septembre, qu'on ouvre ce camping au camping-car, que la régie soit prise par l'Office du tourisme à Vernier, parce qu'il y a le dimanche aussi et de service. Et donc on vous propose le prix de la nuitée par véhicule à 6 €, ainsi que le règlement intérieur du site sur la convention de prestation de services si annexé. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Parce que je rappelle que sur ce camping, on ne peut plus se servir des sanitaires, ni douche, ni rien. Donc voilà. Donc après, vous avez reçu les décisions qui ont été prises pour la période de mai à juin. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Oui. Oui, une demande d'information, s'il vous plaît, sur la décision 81-2022 portant délégation du droit de préemption de l'EPFN. Peut-être que vous l'aviez déjà dit, donc excusez-moi si c'est un rappel. Déléguer l'exercice du droit de préemption urbain à l'EPFN sur la parcelle AM 151, je ne me souviens plus. Est-ce que c'est ça? Hein? Ah oui. C'est la parcelle rue des Canadiens. C'est la parcelle qui a en face de l'ESAT. Quand on regarde, il y a l'ESAT, il y a le parc Expo, il y avait la parcelle qui était, il n'y a rien dessus. Enfin, c'est les terrains qui sont continus à l'orange bleu. D'accord. Voilà. Et donc on a fait, il y a eu une vente. Il y a eu une vente au tribunal, et donc on délègue le PFN pour nous porter ce dossier. Voilà. C'est une réserve de terrain. C'est une réserve de terrain. Il y a d'autres questions? C'est le sujet qu'on avait évoqué au dernier conseil. C'est ça. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, je dis que ce conseil il est terminé. Je voudrais remercier les services pour la préparation de ce conseil, et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, un très bel été. Bonne soirée.